Bienvenue au podcast Coup de philo. Cette semaine dans le podcast Coup de philo, moi-même Fred Gagnon portera une analyse avec mes comparses sur le film Les 7 jours du Talion, écrit par Patrick Sénécal. Dans ce film, Bruno Hamel, un chirurgien, mène une vie tranquille avec sa conjointe Sylvie et sa fille Jasmine, jusqu'au jour où cette dernière est victime d'un meurtre sordide commis par un dangereux psychopathe sexuel. L'arrestation du principal suspect a fait découvrir à Bruno l'impuissance de la justice à faire condamner le meurtrier, qui a donc décidé de se faire justice lui-même en planifiant minutieusement son coup et a enlevé l'assassin pour ensuite l'emmener vers un endroit sûr. Il envoie un message au policier qui dit qu'il compte torturer son otage pendant une semaine et qu'il l'exécutera ensuite avant de se rendre au policier pour faire face à la justice. Mais l'enquêteur dans le film doit à tout prix retrouver Bruno et son prisonnier avant la fin de l'ultimatum. Bien, la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent, est une expression qui exprime une juste vengeance, un acte qui est la plus ancienne manière de la justice. En punissant par la vengeance un agresseur, ça rétablit l'égalité brisée par le crime. Sauf que la vengeance est quelque chose de subjectif. Est-ce bien d'être le juge et l'un des parties du même coup? Est-ce que la vengeance a lieu d'être lorsque quelqu'un commet un crime comme l'agression sexuelle ou le meurtre? C'est ce dont je vais parler aujourd'hui avec Alexandra Simard, Olivier Corneau et Simon Brassard. Salut à tous! Salut! Premièrement, avant d'entrer dans le vif du sujet, comment avez-vous trouvé le film sur une petite note personnelle? Moi j'ai trouvé que c'était quand même un bon film. Premièrement, j'ai trouvé que c'était un film très cru, qui extériorisait beaucoup les sentiments. Parce que Bruno, lui, dans le film, le père de la jeune fille, il parle pratiquement pas. Il y a des grandes longueurs dans le film, probablement pour nous faire ressentir justement le vide que Bruno ressent. Il va beaucoup jouer avec son visage au lieu de parler. Ensuite, dans le film, les deux côtés du deuil ont été démontrés avec Bruno et l'enquêteur. L'enquêteur, lui, il avait perdu sa femme il y avait pas très longtemps. Puis Bruno, lui, qui a perdu sa fille, le deuil, il a voulu le faire en se vengeant. Et du côté du policier, lui, son deuil, il le vit en essayant d'oublier l'événement, en laissant la justice faire son travail, puis en continuant d'avancer dans la vie, même si des deux côtés c'est très difficile, parce que l'enquêteur, on le voit écouter la vidéo du meurtre de sa femme à tous les soirs, ce qui nous démontre qu'il vit très durement le deuil. Mais dans le cas de Bruno, c'est beaucoup plus difficile. Lui, il va utiliser la violence en croyant faire son deuil plus rapidement. Mais dans le film, plus le film avance, plus ça va démontrer que le deuil se fait pas après ces 7 jours. Au contraire, il file encore plus mal. Il va jusqu'à se livrer à la police à la fin du film, là, pour pas s'enfoncer de plus en plus dans ses sentiments. C'est vrai qu'il y a plusieurs divergences d'opinion là, entre comment pense Bruno et comment pense Hervé, qui est le policier dans ça, qu'ils ont quand même passé très près de la même chose dans leur vie, mais ils ont quand même deux opinions totalement différentes. Puis c'est vrai aussi, comme tu le mentionnes, Olivier, que les plans de silence apportaient une intensité. D'ailleurs, je me suis posé la question, combien de temps aurait duré de moins le film si on aurait seulement gardé les dialogues? Probablement qu'on s'en aurait tiré pour une petite demi-heure. Et toi, Simon, qu'est-ce que t'en as pensé du film? Moi, personnellement, Fred, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Comme Olivier l'a dit tantôt, Les 7 jours du talion démontrent très bien les sentiments ressentis par rapport au personnage dans le film. Vu aussi, comme tu viens de le dire, que c'est un film qui n'a pas de musique et peu de dialogue, il devait être réalisé de cette façon-là. Aussi, Claude Legault, qui incarne justement le père de la petite fille qui s'est fait violer pour ensuite se faire tuer dans le film, joue très bien son rôle, très bon acteur. Puis il y avait un rôle, on s'entend, qui n'était pas vraiment facile à jouer. Très difficile. Et même celui de Martin Dubreuil, là, Anthony, qui est l'agresseur dans le film, ça n'a pas dû être facile pour les émotions de jouer quelque chose d'aussi lourd. Et sinon, toi, Alexandra, j'espère que tu t'attendais pas à une comédie, sinon t'as dû être drastiquement déçue. Non, moi j'ai trouvé que c'était un bon film aussi. J'ai trouvé en fait que ça représentait bien la colère qu'on peut ressentir quand on perd quelqu'un de proche de nous.
parce que c'est ça, on ressent toute de la tristesse puis de la colère quand ça nous arrive. Sauf que ça m'a apporté à me demander si on faisait tout comme Bruno Hamel, quand on perd quelqu'un, tu sais, si on cherchait toujours à venger la situation, dans le fond, ben, jusqu'où ça mènerait? Parce que si la famille du criminel que Bruno torture cherche vengeance, elle aussi, ben, c'est à se demander où est-ce que le cycle de la vengeance pourrait se rendre, dans le fond. Ouais, effectivement, la vengeance peut être à l'infini finalement si ça se termine pas par le meurtre. Mais avant d'entrer vraiment à feu dans le sujet, on va y aller graduellement. D'un point de vue philosophique, qu'en avez-vous pensé? Toi, Simon, qu'est-ce que tu as remarqué le plus dans ce film comme point de vue philo? Premièrement, Fred, il faut comprendre que dans ce film-là, il y a deux grands partis qui s'opposent, ouais. Premièrement, il y a le parti du violeur, le parti d'Anthony. Et de l'autre côté, on a le parti de Bruno. Par rapport à ça, il y a deux grandes valeurs qui sont reliées à ces deux partis-là. Premièrement, du côté du violeur qui est Anthony, on a la valeur de la justice, qui, elle, un de ses critères fondamentaux, doit être accessible à tous, et ça, peu importe la situation. Dans le cas de notre film, Les 7 jours du Talion, elle n'a malheureusement pas été accessible pour Anthony, puisque justement, le père de la petite fille, Bruno, l'a enlevé juste avant qu'il passe en cours. Donc, l'accessibilité pour tous n'a pas été respectée de ce côté-là. Pour ce qui est de l'autre côté, le côté de Bruno, on a la vengeance, qui est d'ailleurs notre dilemme principal de notre film. La vengeance, elle, en gros, elle est décrite comme un acte d'attaque d'un individu contre un second, motivé par une action antérieure du second, qui est souvent perçue comme négative par celui qui entame la vengeance. Celle-ci peut provenir de la frustration. Dans notre cas, la vengeance de Bruno envers Anthony provient bel et bien de la frustration, en raison de la gravité du geste d'Anthony. Ouais, il a échappé pas rien qu'un peu. Oh ouais, c'est ça, il a vraiment passé le doigt là. Aussi, la vengeance est un acte d'origine émotionnelle auquel on ne peut se défaire. Donc, peu importe ce que Bruno aurait fait pour se venger du meurtre de sa petite fille, ça ne la ramènera pas en vie pour autant. Oui, ça l'aurait peut-être pas ramené en vie, sauf que peut-être que ça aurait pu être bon pour la collectivité. Tu sais, moi, au final, je pense que je suis de ceux qui sont un peu utilitaristes. L'action est bonne juste si, puis vraiment seulement si, ça maximise le bien-être total des individus. Puis puisque je pense que cette théorie est vraie, tu sais, je vous pose la question comme si la vengeance maximise-t-elle le bien-être général? Moi, je pense que oui. Ouais, ben, moi, justement, comme tu as dit, Fred, il faut que ça maximise le bien-être collectif. Mais pour ça, il faut que ça respecte quelques critères. Pour commencer, dans le fond, il faut que ça respecte, penser à toutes les options possibles. Simon, toi, admettons qu'on prend le film, c'est quoi les actions possibles qu'il y avait? Ben, premièrement, il y aurait deux grandes options, selon moi. Il y aurait laisser la justice faire son travail, ou justement, comme Bruno l'a fait, faire sa propre justice. Ouais, toi, tu parles, mettons que Bruno, il aurait laissé les policiers l'arrêter, puis il l'aurait pas séquestré. C'est ça, exactement. OK. Ensuite de ça, il faut aussi déterminer qu'est-ce qui est utile. Dans ce cas-là, c'est quoi qui aurait été le plus utile? Ben, selon moi, il aurait empêché tout récidivisme. Dans le fond, un récidivisme, c'est dans le fond empêcher de répéter l'acte que Bruno a fait. Pas Bruno, mais Anthony, ouais. Ouais, le meurtrier. Ouais. Puis il y a aussi avoir la certitude qu'il n'agresse plus personne pour le bien-être collectif. Fait que là, mettons, après ça, il faut aussi examiner les conséquences de chaque scénario. Ça veut dire que si, admettons, là, Bruno, il l'aurait séquestré, puis il s'en retourne en prison, ben comme un peu il arrive dans le film, là, ben la conséquence, c'est qu'il peut ressortir de prison puis recommencer ses agressions, si on le laisse à la justice. Sauf que si, admettons, il l'aurait séquestré comme il a fait, puis il l'aurait tué carrément, ben ça aurait probablement libéré le monde d'un agresseur qui, parce qu'on s'entend, là, ces agresseurs-là, ils font pas ça rien qu'une fois. Là. Non, c'est comme une maladie, ils vont agresser plusieurs enfants. Fait que la décision qui doit être prise, c'est celle qui maximise ce qui est ultimement souhaitable, le maximum de gens. Donc, dans une idée utilitariste, il aurait dû le tuer. Mais en même temps, on pourrait dire aussi que son action est inutile, parce que si on regarde du côté de ce que pense David Hume là-dessus, une action est jugée utile si elle apporte le bonheur puis la satisfaction
à celui qui la commet. Puis au départ, dans le fond, Bruno Hamel, il ressent la satisfaction, puis peu à peu, il commence à réaliser que ça y apporte pas le bonheur qu'il avait espéré au départ. Puis dans le fond, une action est jugée utile si elle procure le bonheur, mais inutile si elle procure la tristesse puis la douleur. Puis ça, dans le fond, c'est les sentiments qu'on essaie d'éviter. Ben, disons que moi, je veux m'acheter une nouvelle maison dans un quartier, puis j'apprends que mon voisin, c'est Bruno Hamel, puis qu'il m'a débarrassé d'un pédophile. Moi, je viens élever une famille. Je suis dans la collectivité, ça me rend heureux. Donc, d'un point de vue utilitariste, clairement qu'il y a des actes de vengeance qui maximisent le bien-être des individus et d'autres qui, au contraire, auraient un impact désastreux de ce même point de vue. Sauf qu'admettons qu'Anthony n'aurait pas été arrêté, qu'il n'aurait pas été torturé, je pense pas qu'il aurait été sauvé une vie, cette semaine-là non plus. Il n'y a pas le profil de l'emploi. Dans le fond, ce qu'Alex a dit, là, c'est vrai pour la personne, pour Bruno, mais admettons, si on prend Bentham, là, ce qui est ultimement souhaitable, c'est la quantité de plaisir. Donc, même si Bruno Hamel n'a aucun plaisir, l'important, c'est la quantité de plaisir que la collectivité aurait reçu, comme Fred disait tantôt. Puis dans le film, ben, la collectivité est majoritairement pour ça. Puis je pense que même dans la vraie vie, ça représente bien ce que le monde pense. Fait que s'il l'aurait tué, ben, il aurait bien fait, là, mais il s'est comme... Une petite retenue. Ouais, c'est ça. Il s'est comme tellement senti mal à la fin, puis il était perdu dans ses idées. Là. Ça l'a fait disjoncter. Mais Bruno, en fait, il faisait ça pour se venger lui-même, puis il faisait pas vraiment ça pour le bonheur de la collectivité tant que ça. Fait que, tu sais, si on prend le code de déontologie éthique, ben, pour être morale, une action doit être impérative catégorique. Fait que ça veut dire que l'action doit être bonne pour tout le monde puis être respectueuse. Sauf que là, dans ce cas-là, ben, l'action, il la commettait vraiment juste pour sa vengeance personnelle, pas pour le reste de la population. Ouais, selon qui déjà, tu disais? Ben, le code de déontologie éthique. Ouais, là, il l'a vraiment fait. Dans le fond, selon ce code-là, c'est amoral parce que il l'a pas vraiment fait ça serait considéré comme amoral parce que dans le fond, c'est comme si c'était une action impérative hypothétique. Ouais, je comprends. Ok, ben c'est tout pour cette semaine de ce que Simon, il me fait des signes. Simon, c'est la police du temps. Il me fait signe qu'il faut arrêter, donc c'est tout pour cette semaine. Au prochain podcast de Foot Philo, nous porterons une analyse sur le film Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Avez-vous hâte? J'ai hâte en maudit. Fidèle au poste. Et on se retrouve jeudi prochain à Foot Philo. Salut, Fred. Allez.